on prélève des cotisations sociales suivant les revenus. Pour en faire quoi? Pour en faire des soins de santé dont bénéficient ceux qui en ont besoin, pas ceux qui ont payé le plus. L'idée que des richesses privées deviennent du commun. Et ça, c'est un acquis fondamental. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour effectivement changer la société. Alors bonjour Monsieur Alalouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Est-ce que pour démarrer, vous pourriez simplement vous présenter brièvement? Je m'appelle Mathieu Alalouf, je suis sociologue, je suis professeur honoraire à l'Université libre de Bruxelles. Honoraire, ça veut dire pensionné. Pour démarrer, on peut peut-être commencer par le départ, c'est-à-dire le confinement. On a vu quand même qu'il y a eu beaucoup d'impact sur les conditions de travail, télétravail, chômage temporaire, même également sur l'accès à la médecine du travail. Alors, quelles ont été les conséquences de ces changements sur le bien-être des travailleurs? Mais d'abord, les lieux de travail sont des milieux de confinement par excellence et que l'on a fortement sous-estimés. Ce qui se passe maintenant en Allemagne avec un rebond de l'épidémie est tout à fait significatif. Ça se passe dans les abattoirs. Vous savez, les abattoirs allemands, c'est très important parce qu'ils ont quasi monopolisé l'abattage de bétail pour tous les pays qui les entourent, notamment pour la Belgique, où la plupart des abattoirs ont disparu, il n'y en a presque pas. Tout se fait en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec des ouvriers qui viennent des pays de l'Est, des pays voisins de l'Est, qui travaillent pour quelques euros, donc vraiment très très bon marché, et qui sont dans des conditions de logement, qui sont tout à fait des conditions pénibles, et où ils sont les uns avec les autres dans des baraquements. Et on voit comment l'épidémie rebondit à partir de ces conditions de travail. Ils sont confinés dans des conditions dramatiques, ils travaillent dans des conditions dramatiques, ils sont sous-payés et ils sont là, et c'est eux qui font que nous avons aujourd'hui de la viande, en Belgique d'ailleurs, parce que c'est là que se passe tout l'abattage de la viande pour la Belgique en particulier. Donc on voit bien que les lieux de travail sont des lieux privilégiés de diffusion de l'épidémie. Et donc se posent immédiatement les conditions de confinement. Les sans-papiers ont sauvé la récolte d'asperges en Belgique, parce qu'encore une fois, la fermeture des frontières en fait que la cueillette de fruits qui se faisait en grande partie avec des travailleurs venus de l'Est, des saisonniers venus de l'Est, ça n'a pas fonctionné cette année. Les fraises, les asperges étaient condamnées. Il a fallu des sans-papiers dans les champs. Quelles sont leurs conditions de confinement? Comment confine-t-on? Ce n'est pas exactement les mêmes que ceux qui tiennent des journaux de confinement dans la presse, où ils peuvent vivre certaines conditions particulières qui ne sont pas précisément celles de ce que l'on a appelé les premiers de corvée, qui ont fait fonctionner l'économie. Et donc cela est une première question tout à fait fondamentale. Ceux qui ont fait fonctionner l'économie, ceux qui ont souffert des conditions de travail, ce sont ceux qui souffrent des conditions de confinement qui sont particulièrement inégalitaires. Il en va de même du télétravail. Beaucoup de travailleurs ont été obligés à faire du télétravail. Mais les conditions de télétravail des uns ne sont pas les conditions de télétravail des autres. Si je suis dans des logements confortables, si quelqu'un peut s'occuper de mes enfants, etc., je peux télétravailler d'une manière tout à fait confortable. C'est autre chose pour ceux qui se trouvent même dans des logements confortables, mais qui ont toute une série de charges domestiques qui s'ajoutent à leurs charges de travail, où les choses se compliquent. Et puis il y a ceux qui sont dans des conditions de logement qui sont tout à fait déplorables, qui n'ont pas les conditions techniques, les conditions d'espace nécessaires pour pouvoir télétravailler. Donc, encore une fois, une augmentation des inégalités à partir de là. À partir de là aussi, un développement des progrès importants dans les technologies de surveillance, dans les technologies de contrôle et de surveillance qui se développent à travers cette forme d'extension du télétravail. Et donc, en gros, à mon avis, un des éléments essentiels que l'on voit à travers cela, c'est que, contrairement à ce que l'on présente d'une certaine manière, la famille, le foyer, ce ne sont pas forcément des lieux d'épanouissement.
Et les lieux de travail, ce n'est pas seulement des lieux où on se fait exploiter aussi. Mais en même temps, ce sont des lieux d'émancipation. Que sans le travail, ces formes d'émancipation que nous connaissons aujourd'hui ne se seraient pas déroulées. Et on voit bien que pour des enfants qui ont été confinés dans des conditions très dures, aller à l'école est devenu une libération, alors qu'avant, on ne cherchait qu'à ne pas aller à l'école, qu'à brosser, qu'à faire l'école buissonnière. Maintenant, c'est la joie de retrouver l'école, comme la joie de retrouver des lieux de travail où on était exploité. Donc on voit bien que les choses ne se présentent pas exactement comme on le faisait, et que finalement, la famille, le foyer, sont peut-être des lieux d'exploitation et de domination, au moins aussi importants que ce qui se passe dans le travail. Et en contrepartie, le travail est un lieu d'émancipation qui peut jouer un rôle majeur par rapport à la famille. Venons un peu sur Bruxelles plus particulièrement. Est-ce qu'il faut craindre un impact plus fort justement de cette crise sur les conditions du travail, sur le travail lui-même, ou au contraire, est-ce que Bruxelles peut mieux résister ? Je ne sais pas. Je veux dire, Bruxelles, comme les grandes villes, ont moins bien résisté à l'épidémie à cause de la densité de la population, bien sûr. Et en Belgique, contrairement à ce qu'on dit, on a très mal résisté à l'épidémie, mais tout ne relève pas de la faute des personnes. Il y a deux caractéristiques qui font que la Belgique a subi cette épidémie fortement. C'est d'une part la moyenne d'âge de la population, mais surtout la densité de la population qui est fort grande. Et Bruxelles, d'un des points de vue, la densité est forte, mais Bruxelles a aussi une population plus jeune qu'ailleurs. Et donc c'est un atout important, cette jeunesse. Je dis depuis le début, on ne peut pas comparer Bruxelles aux autres régions du pays. Ça n'a aucun sens. Depuis toujours, on est en train de répéter que le taux de chômage à Bruxelles sont très élevés, que le chômage des jeunes est excessivement élevé, que c'est parce qu'ils ne vont pas à l'école, ce qui est faux, et on cherche toute une série. Mais c'est pas comparé à la Wallonie, à la Flandre. On ne peut pas comparer Bruxelles à la Wallonie, à la Flandre. La Wallonie et la Flandre sont des régions. Bruxelles est une ville. On peut comparer Bruxelles à Anvers. On peut comparer Bruxelles à Charleroi ou à Liège. Et là, les situations sont tout à fait comparables. Et je pense que pour l'après, Bruxelles connaîtra des difficultés semblables à celles de Paris, à celles de Liège, à celles d'Anvers, et puis voilà. Mais pas à celles de la Wallonie, de la France, du Canada ou des États-Unis. Et donc cet élément de comparaison est tout à fait important. Et le taux de chômage des jeunes tellement élevé à Bruxelles, c'est pas vrai. C'est effectivement élevé. Effectivement, il faut lutter contre le chômage des jeunes. Il faut essayer de faire en sorte que les conditions soient égales et normales. Mais il faut réfléchir dans les conditions d'une ville et non pas d'un pays ou d'une région. Il y a également cet enjeu qui était très fort entre sécurité sanitaire et maintien de l'activité économique. Là, il y avait une tension. Vous, en tant que sociologue, comment vous vous positionnez dans cet axe de tension ? Dans nos sociétés, dans des sociétés capitalistes, le profit prime sur la santé. Ceci étant dit, pour faire du profit, il faut quand même qu'il y ait des travailleurs qui soient en vie. Donc, c'est dans ces termes que le problème se pose d'une certaine manière. Mais globalement, les questions de santé au travail ont toujours été importantes, pas seulement en période de confinement, et toujours l'attention a été très forte dans ce domaine. L'idée que la santé est toujours soumise aux impératifs de la productivité, du profit, a toujours dominé dans les conditions de travail habituelles. Ce que l'on a vu pendant cette période, c'est quelque chose d'important à travers un fait, un petit fait, qui est l'idée du droit au retrait. À savoir l'idée que des travailleurs peuvent penser à un moment donné que leur santé est mise en cause parce qu'ils doivent travailler, en particulier pour faire du profit. Parce que c'est là que ça s'est posé le plus. Dans beaucoup d'endroits, et je l'ai vu dans des services chômage des syndicats, par exemple, où on devait s'occuper des questions du chômage partiel, que l'absentéisme était beaucoup moins important que dans les périodes habituelles. C'était aussi ainsi dans les résidences pour personnes âgées. Les gens s'absentaient moins parce qu'ils sentaient que la chose était indispensable. Par contre, à la STIP, on se disait pourquoi est-ce qu'on doit mettre notre santé en jeu, évidemment. Les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui se dévouent en allant dans les hôpitaux. Mais c'est l'idée que l'on peut effectivement avoir un jugement de celui qui travaille
sur la manière dont il met en jeu sa santé et si ça vaut le coup ou si ça ne vaut pas le coup. Et ce n'est pas seulement par rapport à une situation dramatique comme celle-ci, c'est évidemment toutes les questions de la santé au travail, de l'hygiène au travail, qui se passent à partir de cela. Est-ce que c'est de manière bureaucratique, à partir des règles extérieures aux personnes, que l'on doit juger si ces conditions de travail sont bonnes ou mauvaises, ou bien est-ce que les travailleurs peuvent juger par eux-mêmes des conditions dans lesquelles ils peuvent ou ne peuvent pas travailler. Et donc cette idée forte qui est de dire où les travailleurs par eux-mêmes peuvent juger des conditions dans lesquelles ils peuvent travailler, de ce qui est dangereux pour la santé, est une idée tout à fait importante et forte dans l'organisation du travail, les conditions de travail et la manière dont les travailleurs s'organisent pour lutter pour leur émancipation. Et est-ce que vous pensez justement que cette crise va permettre à ce droit de retrait de se renforcer, puisqu'on a quand même l'impression que ces dernières années, avec la pression du chômage, les gens finissaient par ne plus oser défendre leur santé? Je pense que ça reste marginal. Je ne pense pas que ça se renforcera de soi-même. Beaucoup se font des illusions parce qu'on voit bien la manière des formes d'auto-organisation qui se développent dans le travail. Dans les hôpitaux, on l'a vu très très fortement parce que vous me demandiez si on rencontrera ces aspirations. Les hôpitaux, demain, ils sont en déficit très très important. Ils sont au bord du gouffre. On pense de plus en plus à externaliser un certain nombre de services, des buanderies, des services techniques, parce que la situation financière... Donc des personnes vont perdre leur emploi dans des hôpitaux, pas seulement être privilégiées comme elles le sont aujourd'hui, mais beaucoup de personnes risquent de perdre leur emploi dans les hôpitaux. Peut-être, dans le meilleur des cas, compte tenu des conditions actuelles, des personnes, des femmes en grande partie d'ailleurs, qui sont dans le secteur de la santé, recevront-elles une petite prime, une prime de rien du tout. Mais ce n'est pas ça qui va modifier les conditions après. De même, en ce qui concerne le droit de retrait, ça reste une minorité. On a assez bien parlé en France, en Belgique, que la réceptivité a été vraiment très très faible. Il a vraiment fallu l'action qui a été menée à la STIB pour qu'on se rende compte que c'était une question qui pouvait se poser. Donc ça ne se résoudra pas de lui-même, les choses ne changeront pas, parce que dans quelques situations, des travailleurs ont développé des formes d'auto-organisation remarquables, que des travailleurs de la santé se sont véritablement démenés et ont fait que nous avons pu survivre quand même d'une certaine manière, que ailleurs, que les éboueurs ont travaillé, que l'on a nettoyé, que l'on a fait, que les livreurs, les coursiers, tout cela ont fait que les choses se sont passées convenablement. Mais pense-t-on maintenant tout à coup que, je sais pas moi, des consultants, des managers, des conseillers fiscaux vont se dire que des coursiers, c'est quand même plus utile que ce que nous on fait. Ce serait normal de payer davantage les coursiers que la manière dont nous sommes rémunérés. Est-ce que quelqu'un pense... Pourtant, des gens ont l'air de le penser, ils pensent croire que les choses vont changer. C'est véritablement absurde. Je me demande comment des histoires comme ça peuvent pénétrer dans l'esprit des gens. Bien sûr que ça ne va pas changer. Bien sûr que les coursiers vont rester des coursiers et que les travailleurs de la santé vont se retrouver dans la situation dans laquelle elles étaient avant, peut-être pour certaines une prime en plus. Mais ça ne changera rien, que si on ne mène pas des actions, que si on ne développe pas un certain nombre de choses par rapport à cela, cela ne se passera pas. Et donc, en ce qui concerne le droit au retrait, je ne pense pas que nous allons beaucoup progresser après, bien que cette question, qui n'était pas dans l'esprit des gens, maintenant se trouve dans l'esprit des gens et peut fonctionner à terme et donner des résultats à terme. On a quand même l'impression qu'effectivement, il y a une conscientisation. On ne peut pas avoir cet espoir que ce discours qui n'était pas entendu des soignants, par exemple, là, continue à exister même après la fin de la crise sanitaire. Je ne crois pas que l'épidémie peut apporter quelque chose de bon. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça peut être. Sauf si les gens s'en approprient d'une certaine manière. Sauf s'il y a des luttes qui se développent. Et ça peut se faire. On voit bien que cela s'ébauche, que cela se développe. Il est vraisemblable, il est possible, en tout cas je le souhaite, que l'on se trouve après, dans les mois qui viennent, dans des confrontations fortes, qui fassent en sorte que l'on mette fin à une évolution qui, d'une certaine manière, nous a conduit à ce désarmement du secteur de la santé et de la protection sociale. Donc que l'on mette fin à 40 ans
de politique austéritaire, à 40 ans de néolibéralisme, mais il ne s'en ira pas de lui-même. Donc ça veut dire que c'est par rapport à ça qu'il faut se préparer et ne pas croire que c'est l'épidémie qui va nous amener une situation qui est meilleure et que le jour d'après sera meilleur que le jour d'avant parce qu'on a eu l'épidémie et que nos esprits se sont trouvés tout à coup éclairés. On parle beaucoup des problèmes économiques que cette crise a générés et du fait qu'on va devoir rattraper ce retard. Est-ce que le pire est à craindre pour ce qui concerne les conditions de travail et les acquis sociaux des travailleurs dans les mois à venir? Je pense que oui. C'est-à-dire que déjà maintenant on voit tout porte sur la flexibilité. Il faut développer la flexibilité. L'idée de travailler plus pour rattraper ce que l'on a perdu. La question des heures supplémentaires, des congés, ce qu'il faut toujours... Donc on voit bien sur quoi porte le débat et donc ce qui risque de se passer. Je pense que normalement, il faut craindre une détérioration des conditions de travail et des conditions de protection sociale, d'ailleurs, d'une manière générale, malgré ce que l'on a dit pendant la crise. Mais donc, c'est par rapport à cela qu'il faut s'organiser d'urgence. C'est par rapport à cela qu'il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait non seulement une résistance, mais qu'il y ait quelque chose qui se développe. Ce que j'ai vu à travers toutes sortes de cartes blanches, de pétitions qui ont circulé, parfois, je dois dire, ça m'a fort énervé, c'est que l'imagination semble avoir pris le pouvoir pour le jour d'après. Mais on a oublié que le pouvoir a un enracinement concret, matériel, réel, et qu'il est très implanté dans l'économie, qu'il est très implanté dans les milieux dominants, et que ce n'est pas l'imagination qui a le pouvoir. Et donc, s'enfermer dans cette vision des choses, c'est faire en sorte que le jour d'après devienne pire que le jour d'avant. Il faut échapper à cela. Il faut essayer de voir qu'est-ce que dans le concret on peut faire. Qu'est-ce que les luttes passées ont apporté, sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour changer précisément la situation. Donc c'est en ce sens que je me suis engagé dans le sens de coalition post-Covid, pas sur des jours forcément meilleurs, mais des coalitions entre mouvements sociaux, mouvements citoyens, syndicats, lutte minoritaire, enfin, et dans lequel les syndicats ont un rôle tout à fait important à jouer, qu'il ne faut pas minimiser parce que ça constitue un point d'appui fondamental pour des transformations sociales dans la société. Donc, d'une part, créer une coalition et en même temps partir du déjà là, c'est-à-dire de ce mécanisme, à mon sens, fondamental, qui est issu de lutte sociale et qui a plus ou moins fonctionné pendant ce temps avec des difficultés, et puis qui a été, qu'on a voulu fortement démanteler, qui a été l'enjeu majeur des politiques néolibérales, qui est ce mécanisme qui est au cœur de l'État social, qui au fond mutualise les richesses privées pour en faire des services et des biens publics. On prélève des cotisations sociales suivant les revenus. Pour en faire quoi? Pour en faire des soins de santé dont bénéficient ceux qui en ont besoin, pas ceux qui ont payé le plus. L'idée que des richesses privées deviennent du commun. Et ça, c'est un acquis fondamental. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour effectivement changer la société. Et dire que là, on a un mécanisme déjà là, qui est issu des luttes sociales et qui permet de transformer les choses, qui permet de passer, si on y met l'appui nécessaire, l'énergie nécessaire, s'il y a une coalition suffisamment forte que pour la porter, qui peut faire en sorte que l'on sorte de la compétitivité, que l'on sorte du tout au privé, pour en faire du commun, du bien public, de mutualiser les choses pour aller dans ce sens-là. Je vais un peu jouer l'avocat du diable, mais certains vous diraient que la question des inégalités aussi de richesse, c'est ce qui permet à une société d'être dans le progrès, que cette compétition est une source de progrès et que si on l'enlevait, si on était dans cette logique vraiment de tout mutualiser, c'est le progrès qui en prendrait un coup. Vous répondez quoi à cet argument? Je ne pense pas. Moi, je pense que
Ce n'est pas la compétition comme on la voit dans tous les secteurs. D'ailleurs, ce où je travaille, dans la recherche, on voit bien maintenant on a un système de compétition qui a été poussé au maximum. Ça conduit aussi à des triches dans la recherche, à des gaspillages incroyables, à ce qui s'est passé à propos de l'épidémie dans le Lancet et de la manière dont ce monde scientifique que l'on présente comme soi-disant uni est en fait en train de se disputer à faire n'importe quoi. Cette concurrence, on voit bien que contrairement au langage qui est tenu, ce n'est pas une coopération mondiale de chercheurs pour essayer de mettre fin à l'épidémie. C'est le contraire qui se produit d'une certaine manière. Moi, je pense que la coopération est importante et donc, à travers la coopération, on peut faire du progrès. Voyez-vous, quand on fait une comparaison entre l'Europe et les États-Unis, par exemple, entre l'Europe occidentale, entre les pays développés d'Europe occidentale et les États-Unis. Souvent, les États-Unis ont eu, jusqu'à une période récente, jusqu'à Reagan, des taux d'imposition beaucoup plus élevés et beaucoup plus redistributifs que ce que l'on a eu en Europe. Les revenus ont été imposés jusqu'à plus de 90% aux États-Unis, alors qu'ici, on est toujours resté très nettement en deçà. Et donc, par contre, l'égalité a été beaucoup plus grande en Europe qu'elle ne l'a été aux États-Unis, à cause du système de protection sociale. Des travaux qui ont été faits à cet égard, concernant la France, montrent que si l'on tient compte des revenus primaires, c'est-à-dire des revenus avant imposition, cotisation sociale, etc., lorsque l'on tient compte en France des revenus primaires, l'écart des richesses est de 1 à 8. Si l'on tient compte de cela, après impôt sur les revenus, après les taxes, l'écart se réduit de 1 à 7, pas beaucoup. Par contre, si l'on tient compte des revenus après l'ensemble des retenues et compte tenu des services publics dont bénéficient les gens, l'écart est ramené de 1 à 4. Et si les inégalités augmentent, c'est parce qu'effectivement les services publics diminuent. Beaucoup de gens disent, on tient un langage, nous disons, moi je dis que pendant cette dernière période, les inégalités en Belgique augmentent. Des économistes rétorquent en regardant les chiffres. Et ils disent, si on regarde les revenus, les inégalités n'augmentent pas tellement. En gros, ça évolue un tout petit peu, mais les inégalités n'augmentent pas. Et ils n'ont sans doute pas tort si on regarde ces chiffres-là. Mais si on regarde les services publics dont on peut bénéficier aujourd'hui, les services de santé dont on peut bénéficier aujourd'hui, l'ensemble des choses dont les personnes pouvaient bénéficier pour vivre normalement, eh bien celle-là se détériore. Et c'est cela qui est important. C'est pas seulement les quelques francs que l'on a en poche, c'est l'ensemble des services dont on peut bénéficier. Quand on a des politiques ciblées sur la pauvreté, c'est-à-dire qu'ils veulent essayer d'accroître, les pauvres ne font qu'augmenter, et les coûts de cette politique ne fait qu'augmenter aussi tout en faisant augmenter le nombre de pauvres. Tandis que s'il y en a une politique d'ensemble, une politique de sécurité sociale pour la population, la pauvreté, effectivement, tend à disparaître sans qu'on ait une politique de pauvreté, sans qu'on s'occupe des pauvres. Et il n'y a pas de pauvres à ce moment-là. Et donc c'est toute l'utilité des protections sociales et de la sécurité sociale. Exactement. Et la raison de la pérennité. Exactement. Et lorsqu'on vient avec des revendications comme revenu universel, etc., on casse cette dynamique. Lorsqu'on vient avec des rêves absurdes de société qui n'ont rien à voir avec la réalité, on casse cette dynamique. Et on fait en sorte que les inégalités augmentent et que ceux qui ont le pouvoir continuent à l'avoir et à le renforcer encore davantage. Écoutez, je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci.